Salut la compagnie, c'est Jus de Melon. Et aujourd'hui, dans un peu ciné-critique, j'ai décidé de vous parler d'un film culte. Et d'arrêter de suite cette voix cliché stéréotype pour terminer l'année 2022 en beauté en ce 31 décembre. Évoquons ensemble un incontournable du 7e art qui a fêté il y a quelques mois ses 50 ans avec quelques ressorties en salle. Forcément, 1972-2022, il fallait marquer le coup. Le Parrain de Francis Ford Coppola, jeune metteur en scène à l'époque, qui avait fait quelques œuvres peu connues, et qui se voit donc confier l'adaptation d'un roman assez célèbre de Mario Puzo, The Godfather, c'est le titre en VO, réunissant ici au casting déjà un monstre sacré du 7e art, Marlon Brando dans le rôle de Don Vito Corleone, le Parrain, et quelques jeunes acteurs qui vont avoir une carrière plutôt sympathique par la suite, à commencer par Al Pacino, qu'on ne présente plus, et qui joue ici le jeune fils Michael, avec son destin assez marqué. Il y a aussi le regretté James Caan, qui nous a quittés en juillet dernier, petit hommage au passage, et qui joue le fils aîné, Sonny. John Cazale, qui lui est parti assez jeune, en 1978, interprétant Fredo ici. Et bon, voilà un acteur qui a eu une carrière quand même assez riche en peu de temps. Et sinon, nous avons aussi Robert Duvall, Diane Keaton, qui joue la fiancée du personnage d'Al Pacino, Talia Shire, quelques années avant de jouer Adrienne dans Rocky. Décidément, hein, c'est la vidéo, j'aurais fait quelques voix un peu bidons. Et d'autres que je n'ai pas cités, pour une grande fresque épique, un film de mafia familial, qui est rentré dans le panthéon, évidemment, de l'art cinématographique, et que je revois pour l'occasion, car oui, ce n'est pas une découverte pour moi, sinon j'aurais pas pu me considérer comme un vrai cinéphile. LOL, évidemment, ceci est une blague, mais qui découle d'un vieux débat tout pourri qui a eu lieu sur Twitter, aux dépens de Morgan, que je salue s'il passe par là, qui avait déclenché ceci malgré lui. Soit dit en passant, je n'ai toujours pas vu le Parrain 2 et le Parrain 3. Mais j'en parlerai probablement d'ici quelques mois, quelques années, mais pas dans 1000 ans, probablement. Et donc l'histoire de la famille Corleone, issue de l'immigration italienne aux États-Unis, ça se passe au début de l'histoire en 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale, et on voit donc Don Vito Corleone régner de main de maître, ou presque, sur la ville de New York avec d'autres familles, et tout commence par un mariage de sa fille Connie, et après, petit à petit, on va nous présenter les membres de la famille, et tout va s'emballer quand il va se passer quelques bricoles, notamment pour le patriarche, et forcément la succession va se mettre en place, ou pas, avec quelques guerres internes, de gangs si on veut, mais de familles surtout à New York, pour le contrôle du business, et l'évolution de celui-ci, puisque après la prostitution, etc. Bon, l'alcool étant redevenu légal quelques années auparavant, trafic d'armes, ben, il y a d'autres choses qui se mettent en place, comme la drogue, et ça, Corleone, il n'est pas très pour. Il reste un peu old school, mais il va falloir faire évoluer le business, le moderniser ou pas, bonne question, et passer des alliances ou en refuser certaines, ce qui va forcément coûter cher à quelques personnes. Et tout ceci sur presque 3 heures, évidemment. C'est épique, c'est marquant, et tout ce qu'on veut, forcément, bercé par la musique de Nino Rota, qui joue un peu en fond, et qui reste évidemment dans les esprits. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de ce revisionnage? Alors, premièrement, quand je l'avais découvert il y a quelques années, j'avais vraiment beaucoup apprécié, mais sans en être un fan ultime, ce n'est même pas mon film de gangster, même si ça va au-delà, hein, préféré. Par exemple, à ce niveau-là, je préfère Les Affranchis de Martin Scorsese, ou même le premier Scarface de 1932, dont je parlerai un jour. Hein. Et là, en le revoyant, c'est absolument intense. Hein. Ça ne sera probablement jamais un de mes brûlots cultes. Maintenant, à voir avec le 2, parce que celui-ci semble encore plus apprécié. Mais alors, c'est remarquable, il n'y a rien qui dépasse, j'ai envie de dire. C'est une leçon de cinéma à chaque scène, à chaque séquence, avec beaucoup de symbolique, beaucoup d'analyse à faire. Ici, je vais me restreindre volontairement, parce qu'on pourrait partir dans tous les sens, et ça reste un pro ciné-critique. Et puis, de toute façon, ça a dû être écrit et mentionné à droite à gauche, tout ce qui peut être approfondi et on va dire décomposé dans tous les sens sur certains messages. Ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie tragédie presque shakespearienne qui nous est présentée ici, et c'est d'une écriture brillante avec l'ambiance qui va avec, cette photographie un petit
peu sombre, mais sans trop l'être, qui mélange l'Amérique et le côté un peu presque lumineux de cette Italie aussi, qui est montrée à travers la Sicile à un moment, hein, puisque Michael Corleone doit s'y exiler quelque temps pour des raisons que je ne vais pas forcément expliciter, pas trop ici. Donc il y a cette ambiance-là, et Coppola, déjà, il est au top. Il a tout compris, à mon avis, à cette histoire-là, décomposant pas mal de choses, et c'est un exemple, à mon avis, de narration cinématographique, ce film-là. Au-delà donc des effets de mise en scène, de l'acting extraordinaire et tout, du montage, parce que bon, c'est plus ou moins chapitré de façon indirecte. On comprend très vite la situation en peu de temps, grâce notamment à cette scène d'exposition qui est mémorable, le mariage de Connie, donc la fille du parrain, où de suite, avec tous ces personnages, et il y en a beaucoup, hein, on comprend les enjeux, on comprend le charisme et l'influence de Don Vito Corleone, avec cette tradition sicilienne comme quoi il ne peut pas refuser des services le jour du mariage de sa fille, donc des gens qui viennent le voir, cette scène remarquable, et qui m'avait marqué de toute façon, même avant que je voie le film, à l'époque, où Bonacera vient lui demander quelque chose, et de suite on sent le parrain impassible qui demande le respect et tout, mais qui accède quand même à la requête. C'est assez violent, d'ailleurs, discours sur le rêve américain de ces gens qui sont venus s'intégrer, mais qui voient les leurs victimes de certaines choses par préjugés. Un discours sur le racisme aussi, même à un moment, il y a des familles qui se réunissent et qui sont très très anti-afro-américains. Ça fait un peu froid dans le dos, mais c'est l'histoire de l'Amérique, ça, hein. Des immigrés qui arrivent, qui s'installent et qui ont du mal à accepter d'autres communautés, hein. Et donc cette scène qui dure un certain temps nous permet d'avoir donc forcément notre parrain, qui est le personnage principal sans l'être du film, sans en dire plus. Et donc les enfants, avec le fils Michael, qui est là, un peu à part, qui ne veut pas s'intégrer totalement à la famille, mais qui porte évidemment une grande importance à celle-ci, ce qui va faire partie de son dilemme, et qui va tracer donc l'écriture funeste, tragique de son destin à venir, enfin, destin tragique, funeste, façon de parler, là aussi je vais rester évasif pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film. On a Sonny l'aîné qui est appelé à prendre la suite, mais c'est un peu plus compliqué que cela. Fredo, oui, John Cazale, qui semble un petit peu assez simplé ou pas très vif d'esprit, mais qui est là quand même. Et donc Michael qui implique là-dedans le personnage de sa fiancée, Kay, qui est un petit peu l'ersatz, l'avatar du spectateur, découvrant ce panier de crabes extraordinaire et qui doit donc être inséré dans cette famille-là, comme nous on est happé par le film. Et donc voilà, il y a plein de choses, photographie de famille qui en dit long, des petites scènes à droite à gauche comme ça qui à mon avis ont toute une importance et une écriture ciselée. Et après hop, on est parti forcément avec ces affaires, ces meurtres, ces règlements de compte que je ne vais pas énumérer ici, avec certains personnages qui vont y laisser la peau, avec la corruption de la police locale, bref, traditionnel des films de gangsters. Et donc, ce qui est intéressant dans ce film, c'est le parallèle, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre, entre Don Vito Corleone, le père, et son jeune fils Michael, qui ne veut pas donc faire partie de la mafia, mais qui malgré lui va devoir y être par amour de la famille. C'est ça qui est terrible. Quand son père, il va lui arriver une bricole, hein, au Don Vito Corleone, avec ces histoires d'orange, etc. Oui, l'orange, le fruit, la couleur, qui sont symboles de mort ou de destin funeste, là aussi, pas mal de petits trucs qui sont disséminés comme ça et dont on se rend compte que au fil des visionnages. Eh bien, Michael, alors qu'il n'était pas prévu pour cela, va devoir prendre plus ou moins la succession, du moins évoquer cette possibilité-là dans un premier temps, alors que lui, il était plus potentiellement, pour le père, prévu comme politicien, histoire d'insérer les affaires familiales légalement dans le système américain. C'était un petit peu le rêve des mafieux aussi, hein, qui forcément était un peu dans l'ombre, mais se mettre en avant, ce que Al Capone a failli faire. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu la fin de la prohibition, on en aurait certainement eu. Même si peut-être certains politiciens ont eu des liens avec la mafia après, hein, j'en dis pas plus, mais on ne sait jamais. Non, mais sérieusement, c'est assez violent parce que le mimétisme entre Michael et son père se fait
plus le film avance, plus Michael devient Don Vito Corleone, avec ce passage d'ailleurs dans le village sicilien de Corleone. Don Vito Corleone, ce n'est pas son vrai nom, Corleone, il prend le nom de son village, hein, c'est très typique, l'image de l'influence, la possession. Et quand il passe en Sicile, là-bas, il va construire définitivement son destin tragique, qui doit aller au bout des choses, donc c'est-à-dire rentrer dans la famille, quand il a la possibilité d'entrevoir une vie tranquille, mais elle va lui être refusée parce que c'est un Corleone, et avant tout, et même en Sicile, là-bas il est menacé. Et donc on avance, il se fait péter la mâchoire, Michael, et quand il a la mâchoire pétée, il a un peu le faciès de son père, hein. Vous vous souvenez, Marlon Brando, dès le début, là, il a des... Il s'est bouffé le visage en mettant des trucs dedans, comme ça un petit peu. Et ben Michael, quand il se fait défoncer la mâchoire, après, il a le faciès du père. Il devient le père, et puis voilà. Puis il y a l'écho avec la scène finale par rapport au début, évidemment. Michael et Vito ne font qu'un, quelque part, etc., etc. Donc il y a ça qui est très très fort, et c'est construit parfaitement sur le jeu des acteurs Al Pacino, Marlon Brando, qui sont au top de leur sommet de ce qu'on pouvait imaginer déjà. Hein. Et les autres autour ne sont pas d'ailleurs en reste, même si on les voit un peu moins. Diane Keaton dans le rôle de Kay, qui doit subir... C'est terrible d'ailleurs sa trajectoire, parce que techniquement elle se fait rejeter, puis Michael il est promis à une autre femme, et il va revenir vers elle après. Comme si ce destin du rêve américain devait absolument être possédé. C'est vrai que ça devient un peu l'épouse par défaut et qui va subir un petit peu à l'image de la mamma, qu'on ne voit pratiquement pas dans le film, qui va devoir s'effacer, donc à l'image de cette porte qui se referme sur la fin du film. Non, mais c'est un métrage sur lequel on pourrait parler pendant des heures et des heures, évidemment. Je ne vais pas m'attarder plus, d'autant plus que là vous êtes en préparatif peut-être pour la soirée du 31. Donc c'est quelque chose qui a marqué de toute façon le cinéma, tant les influences derrière ont été nombreuses, et qui place surtout le film de gangster, et je finirai là-dessus, dans une autre dimension. Jusqu'ici, à Hollywood, c'était quand même, attention, hein, la mafia c'est pas bien, hein, il fallait dénoncer, et puis ici c'est beaucoup plus subtil et moins manichéen, pardon. On voit une famille à laquelle on va réussir à s'attacher malgré tout par moment, et essayer de comprendre leurs agissements. Et on doit se reconnaître peut-être presque indirectement dans certains personnages, alors que vu ce qui se passe, il y a des moments très violents dans le film, hein, où des personnages sont criblés de balles, et c'est pas du gore non plus, mais quand même, hein, c'est du visuel. Et t'as l'aspect un peu Nouvelle Hollywood, ici, qui propose une liberté de ton sur quand même un propos tendu aux États-Unis, hein, tout ce qui est gangster, etc., à travers Hollywood et le 7e art, il fallait faire attention. Il n'y avait plus les Hays Code hein, depuis quelques années, ça se sent. Et là, on sent justement que cette fresque épique comme ça n'est possible qu'avec cette nouvelle vision-là. On n'aurait pas pu faire ce film 10 ou 20 ans avant, tout simplement. Voilà. Bon, bref. Le Parrain de Francis Ford Coppola, remarquable, magistral. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu le livre aussi, ça m'intéresse, il faudra que je le fasse un jour. Et bien sûr, est-ce que par rapport au deuxième et au troisième, est-ce que c'est votre préféré ou pas? Ça c'est un petit débat. Alors ne me dites rien sur le Parrain 2 et le Parrain 3, je vois les grandes lignes de l'histoire, bien sûr, mais je ne les ai pas encore vus. Mais ce sera fait, évidemment, bien sûr. Ah, c'est évident, maintenant que j'ai lancé la machine. Je pense que d'ici la sortie, croisons les doigts, hein, de Megatropolis, qui peut-être sera l'œuvre ultime de Coppola, je verrai ces deux autres volets. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.